Et on va commencer en prenant un dernier témoignage de parents, d'une mère qui va venir témoigner de la situation avec son fils. C'est Brigitte Girard qui nous rejoint sur scène sous vos applaudissements. Alors, et voilà le micro, Brigitte. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Votre fils présente des troubles autistiques. Il n'a pas été diagnostiqué autiste. Vous avez beaucoup essayé, fait une recherche de diagnostic. On vous a dit qu'il avait une anomalie sur le chromosome 19, mais voilà, il n'a pas eu le diagnostic. Il verbalise, il marche seul, mais il n'est pas autonome. Il présente des troubles du comportement. Comment ce handicap perturbe son quotidien et perturbe aussi celui de ses proches et de son environnement? Alors c'est très. Faut mettre le micro plus près. Benjamin est né donc avec un retard de développement. Donc dès la naissance, ça a été très compliqué. J'ai dû rencontrer énormément de médecins pour savoir ce qu'il avait. Et donc il était déjà hyperactif. Il avait des problèmes d'apprentissage, des troubles de l'apprentissage dès le début. Donc j'ai vu énormément de médecins. Je ne savais pas exactement ce qu'il avait. Il avait des troubles du comportement envahissant. Et j'ai dû, à un certain moment, recourir à d'autres hôpitaux. Je suis allée à Paris, à l'hôpital Necker, pour comprendre ce qu'il y avait. Bon, évidemment, ça n'a rien changé, mais j'ai compris la cause de ces troubles du comportement. Il était donc atteint d'une anomalie sur une toute petite partie de chromosome, le chromosome 19, et c'est extrêmement rare. Donc au quotidien, son comportement n'est pas toujours facile à gérer. Il faut le canaliser. Donc il peut être certains moments adorable, très familier, très câlin, et puis à d'autres moments, il va s'énerver. Alors il n'est pas autiste, il n'est pas catalogué autiste, mais il a des troubles du trait autistique, comme on dit, donc avec le changement qui le perturbe. À chaque changement, il est perturbé. C'est source d'angoisse pour lui. Le changement de lieu, il n'a pas la notion du temps. Donc ça, c'est compliqué. Il a des obsessions. Par exemple, ces derniers temps, c'était des obsessions sur la fête foraine. Il fallait que j'aille tous les jours à la fête foraine. Il y en a une belle action. Donc, alors on passe d'une obsession à une autre. Alors après les manèges, une fois les manèges passés, il fallait acheter des petites pièces de Lego. Donc les petites pièces de Lego, parfois c'est sur une énorme boîte. Donc on va dans un magasin où il y a une énorme boîte de Lego qui coûte très cher, et lui, il veut juste le petit objet qui est dedans, et il veut absolument qu'on achète l'objet. Et moi, je dis non, parce que je dis c'est pas possible, sachant qu'il est incapable de construire le Lego. Donc du coup, je ne cède pas, sauf que ça se passe pas bien en général, puisqu'il s'énerve, il peut devenir insultant, violent. Donc là, c'est un peu compliqué à gérer, les situations où il est violent, et parfois il peut te donner des coups. Je me suis déjà pris des coups plusieurs fois. Il a été accueilli en IME, il a été accueilli en internat. Aujourd'hui, il est en accueil 2 jours. Ces différents établissements, ça n'a pas pu durer dans le temps ? Non, il a été dans un premier IME, on m'a dit, il faudrait qu'il soit dans une structure avec internat. Dans la structure avec internat, ça s'est pas très bien passé. Il est retourné dans une autre structure, après encore une autre structure, donc 4 IME. Puis après, il y a eu le Covid, donc là, ça a été très compliqué parce que l'IME ne l'a pas gardé, parce qu'il avait des troubles du comportement, il s'était battu avec un autre. Du coup, je l'ai récupéré à la maison. Moi, j'ai de la chance, déjà, je travaille, et je tenais à travailler parce que c'est vrai que
Au quotidien, c'est hyper stressant. Ces troubles du comportement que j'arrive pas toujours à gérer moi non plus. Et pendant la période Covid, j'étais un peu seule. Étant donné qu'on ne pouvait pas faire d'activités très élargies, c'était très restreint. Et il se trouve qu'il y avait un parc à côté. Il a une adoration pour les grenouilles. Et donc, il fallait ramener des grenouilles à la maison, sinon il piquait des crises de nerfs. Et c'était ingérable. Il y a la volonté aujourd'hui pour vous d'être soutenu, pour lui d'être accompagné, et donc de trouver lieu, et donc de trouver place, et donc de trouver équipe qui peut l'accompagner là-dedans, parce qu'en effet, aujourd'hui, seul au domicile, c'est compliqué. Vous travaillez, il a des aides à domicile en journée avec qui ça se passe plus ou moins bien, qui ne sont pas forcément formés. Donc vous allez demander des places avec son profil. Quand vous allez voir la MDPH, quand vous allez voir les établissements, qu'est-ce qui vous est répondu aujourd'hui, et en quoi ce parcours du combattant, puisque c'en est un, vous pèse? Alors déjà, il faut remplir énormément de dossiers. Ah ça. Hier encore, j'ai rempli plein de dossiers. Je suis allée voir le médecin qui m'a dit ce serait bien que les structures s'accordent sur le même document, parce qu'il y avait énormément de documents à remplir avec des questions différentes. Donc là, ce serait bien que ce soit peut-être unifié. Donc il y a l'histoire des papiers à remplir, et puis dernièrement, on a fait une grande réunion parce qu'il faisait partie, au niveau de la MDPH, d'une commission RAPT, qu'on appelle Réponse accompagnée pour tous. Et on était quand même une douzaine de personnes. Et après, la solution, on m'a dit, donc j'ai dit, il était en liste d'attente dans une structure. Alors moi, j'espérais au moins qu'il fasse un séjour de répit, un petit stage, pour déjà qu'il ait un pied quelque part et puis voir si ça lui convenait. On m'a dit, mais non, il n'y a pas de place de toute façon. Déjà, on ne peut même pas visiter. On n'a pas trop l'idée de si ça correspond exactement à notre enfant. Et ça, on se sent un petit peu éloigné de la réalité. Et vous êtes sur une liste d'attente, du coup. Du coup, on m'a dit, il est 40e sur liste d'attente. Et de toute façon, déjà, c'est déjà bien, il a une famille. Donc on m'a fait comprendre qu'il y avait bien pire que lui et que maintenant, il n'y avait pas de solution et que la seule solution, puisqu'il avait juste, pour l'instant, heureusement encore, j'ai une association qui fait de l'aide à domicile et qui me dépanne bien tous les soirs quand je reviens du travail et qui est assez souple. Mais les personnels ne sont pas formés. C'est assez compliqué pour eux. Et donc, on m'a dit qu'il y aurait une autre association avec des personnels formés. Mais apparemment, pour l'instant, ils ont du mal à recruter des personnes formées et il n'y a toujours pas d'autre solution. Donc, ça n'avance pas vraiment vite. Tout est très lent et c'est assez décourageant et c'est vraiment un parcours du combattant. Merci beaucoup, Brigitte, pour ce témoignage. Merci à vous. Merci bien. Merci pour ces mots. Après ce troisième témoignage qui montre les impasses dans lesquelles on peut être, on va voir quels sont les champs de solutions possibles, champs de solutions, champs d'inspiration dans ce paysage des situations complexes, difficiles à adresser en termes d'accompagnement, en termes d'offres. On va en parler justement le temps des solutions ou des possibles tout du moins. Et pour cela, on va accueillir nos invités sous vos applaudissements nourris. Anne Fresquet, Daniel Couturé, Karine Colomer, Émilie Baron, Marie Moreau et Olivier Bercuis sont avec nous. Merci à vous tous de venir. Vous allez, alors je vous laisse prendre place autour de cette table. Moi, je vais aller me mettre sur ce petit manche debout qui va être un peu l'espace solution, si je peux dire. On va raconter un peu
ce que chacun des binômes que vous représentez a travaillé à mettre en place un petit peu pour répondre aux problématiques si particulières de ces situations complexes. L'une des premières problématiques qui se pose, c'est évidemment le temps de l'école, le cadre de l'école, une école inclusive qui se déploie en laissant sur le côté ceux qui ne rentrent pas dans les cadres de l'apprentissage classique. De plus en plus d'initiatives se développent pour ouvrir cette école inclusive à des jeunes atteints de polyhandicap ou de handicap psychique prononcé dans un cadre adapté, sécurisé. C'est ce qu'on va voir tout de suite en échangeant avec nos deux premiers invités. Je vous demande de me rejoindre sur l'espace solution, Anne Fesquet et Daniel Couturé. On peut les applaudir hein, encore. Alors oui, bon allez, on se met là. Alors, Anne, vous dirigez le pôle enfance handicap d'Andy Up, qui est né de la fusion de la DAPI Haute-Saône et celle de Côte d'Or. Aujourd'hui, c'est un ensemble de 33 établissements, 1000 salariés, 1800 personnes accompagnées en masse, IME, foyer, DIM, avec un important travail d'ouverture sur le milieu ordinaire, engagé depuis 5 ans, et c'est le cas dans l'IME que vous portez, où vous avez inversé le nombre de places en milieu ordinaire, ce qui n'est pas commun. Vous avez ouvert votre première unité externalisée à l'école, c'était en 2011, et puis en 2019, vous avez décidé de créer une unité, une classe dédiée au sein de l'IME pour ceux qui n'étaient pas concernés par cette unité, c'est-à-dire les résidents polyhandicapés que vous aviez au sein de l'IME. C'est une unité d'école qui s'est ouverte donc en 2019. Et vous avez décidé d'aller plus loin, 2022, d'ouvrir une unité externalisée pour ces résidents polyhandicapés dans une école élémentaire. Vous l'avez fait avec le concours de Daniel Couturé. Vous êtes professeur des écoles, spécialiste de formation sur ces questions-là, conseillère pédagogique sur les questions du handicap en Haute-Saône. Vous accompagnez aussi bien les enseignants que les acteurs du médico-social qui se mettent en lien. Ce monde de solutions dont on va parler, il s'ouvre donc en 2022 avec ce projet d'unité externalisée. Anne Fesquet, pourquoi? J'ai un peu fatigué là. Un siècle de retard, c'est pas beaucoup, ça va. Pourquoi ce choix d'aménager une classe dédiée externalisée de la sorte et comment s'est fait le choix de l'établissement? Alors, bonjour à tous. Déjà, je voulais partager avec vous le plaisir de intervenir avec une personne de l'Éducation nationale. Donc, on peut applaudir. Comme quoi, parfois, ça peut bien se passer avec l'Éducation nationale. Donc, 2019, effectivement, on ouvre notre UEP. Voilà, encore un acronyme, désolé Florence. Une classe pour élèves polyhandicapés au sein de notre établissement. 2022, on l'externalise. Alors pourquoi? Tout simplement pour le vivre ensemble. En fait, elle a fait ses preuves en termes de classe, au niveau cognitif, au niveau interaction. Par contre, il manquait le vivre ensemble avec d'autres enfants du même âge. Et donc, on a effectivement décidé de sortir cette classe de l'IME, de la mettre dans une école pour favoriser le vivre ensemble et tout ce qui a été dit tout à l'heure, ce matin, créer des interactions et permettre que ces enfants ne fassent pas que vivre, mais existent aussi avec les autres. D'autant plus que dans la journée, quand ils étaient en classe, les autres résidents de l'IME étaient à l'école. Donc, et pour Exactement. le coup, une partie de la journée, ils étaient vraiment entre eux. C'est ça. Comment s'est fait le choix de l'établissement? Alors le choix de l'établissement, donc effectivement, il fallait que ce soit proche de l'établissement, hein, donc sur la même ville. Et après ça, on avait forcément on a choisi aussi une école. Bon, il faut trouver déjà des lieux, parce que des salles de classe, parce qu'il faut quand même quelques salles de classe aménagées pour qu'on ait un accueil de qualité pour ces enfants. Et puis aussi, on a choisi cette école parce qu'il y avait déjà une équipe enseignante qui partageait déjà, qui avait déjà aussi une unité dans cette école et qui était déjà très sensible et faisait déjà des actions partagées avec des élèves en situation de handicap. Alors, quand on parle d'unité externalisée pour élèves polyhandicapés, à quoi est-ce que ça correspond et qu'est-ce que ça appelle comme cadre d'accompagnement, comme cadre d'aménagement aussi au sein de l'établissement? Alors, donc, ce qu'il faut dire déjà, c'est que c'est vraiment des enfants en situation de polyhandicap
avec des capacités cognitives. Si sur les 9 enfants, en fait, on a peut-être 2 enfants qui sont dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. La plupart sont dans le sensoriel. Donc, la première réaction, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à l'école ? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'école ? Mais en fait, l'école, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage, ce n'est pas qu'un lieu d'apprentissage scolaire, c'est un lieu d'apprentissage multiple. Et donc, pour ça, effectivement, il a fallu aménager les locaux, donc avec une salle de change, il a fallu aménager avec un coin sensoriel, la possibilité, avec des élèves malades, la possibilité de pouvoir les sortir de leur fauteuil, puisqu'ils y sont tous les matins, en fait, pendant 3 heures. Donc, il faut forcément qu'il y ait des échanges, il faut forcément qu'on puisse les sortir de leur fauteuil, qu'ils ne soient pas 3 heures dans leur fauteuil, varier les positions. Ils sont dans leur salle de classe, ils en sortent. Enfin, il y a un rythme chaque matin qui est calé avec les professionnels de... Il y a une équipe de 4 personnes autour de, c'est Voilà, ça ? il y a 4 personnes pour 8 à 9 enfants. Et avec en plus des intervenants ponctuels qui viennent aussi intervenir au sein de l'école, donc la psychologue qui a un bureau spécifique, l'orthophoniste et l'éducateur sportif par exemple qui va faire des temps de sport partagés avec d'autres enfants de l'école. On va voir quelques images qui montrent un peu la vie de cette unité d'un genre à part. Là, on voit, alors nous on la voit sur l'écran de secours, mais vous l'avez pas à l'image. Est-ce qu'on peut la voir à l'image ? Oui, voilà. Ça, c'est une première image. Un temps de sport. Un temps de sport. Et le sport, l'activité physique adaptée est très importante pour eux. Là, Alors le sport, pardon, a été partagé, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait des élèves d'une autre classe qui accompagnent, enfin d'une classe de CE1, là, si ma mémoire est bonne, qui sont avec ces enfants polyhandicapés. Ouais, on dirait un mot sur la collaboration avec les autres classes. Ça, c'est des activités qu'ils font, des expériences un petit peu ou des... Voilà, là on est sur une activité qui doit être menée par l'enseignante spécialisée avec l'appui des éducateurs sur effectivement un travail autour des arts. Là, on est donc sur des activités de dessin, d'accompagnement Oui. un petit peu. Là, on est encore sur l'activité physique adaptée. Alors, on n'a pas vu la dernière. Est-ce qu'on a... Attends, je reviens en arrière pour voir si on a... Voilà, il y a celle-là aussi, et celle-là, je l'aime bien, parce que, Daniel, c'est aussi un des enjeux que vous portez à vous accompagner l'enseignant, mais vous faites aussi en sorte que ce projet, ça soit un projet de rencontre de cette classe avec le reste de l'établissement et donc des autres classes. Comment se construit ce lien-là ? Alors effectivement, ce lien-là, il est indispensable. Si effectivement les enfants en situation de handicap viennent dans une école pour ne croiser personne et ne faire rien avec les autres élèves, l'objectif n'est pas là. Donc moi, je fais que d'accompagner les enseignants, puisque je suis donc à l'Éducation nationale. Tout le mérite revient effectivement aux enseignants et au secteur médico-social de pouvoir aussi proposer des choses que l'on partage avec les autres élèves de l'école. Donc, ce qui est important, c'est que cette unité d'enseignement externalisée, elle fait partie intégrante de l'école. C'est une classe vraiment à part entière de l'école, ce qui fait que toutes les activités qui s'y passent sont forcément réfléchies afin que l'unité d'enseignement puisse participer. Donc, on a eu, par exemple, sur des fêtes de l'école, savoir quand est-ce qu'on fait la fête de l'école. Et ben, du coup, plutôt le matin, puisqu'ils sont là le matin, parce que l'après-midi, ces enfants ont besoin d'activités, d'autres temps plus éducatifs et de soins. Le carnaval, c'est pareil, le carnaval, d'habitude, tous les spectacles se font plutôt l'après-midi. Là, ça se fait le matin. On va à la patinoire, les CM vont à la patinoire. Dans quelle mesure peut-on amener également les élèves polyhandicapés ? Ils participent aux sorties, participent au temps de récréation. Voilà, la récréation est aussi un moment réfléchi où systématiquement des jeunes, des élèves des autres classes viennent pousser les fauteuils des élèves qui sont en fauteuil pour qu'ils partagent aussi ce temps de récréation. Je voulais juste compléter par rapport à cette photo. Vous avez aussi, ouais. Du coup, c'est effectivement une classe qui vient lire. Donc en fait, on a à la fois le groupe classe qui sort de la salle de classe et à la fois des groupes qui viennent, des groupes d'enfants, des enseignants, enfin des intervenants qui viennent au sein de la classe. Ça va dans les deux sens. Ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment cette osmose qui se crée. Il y a ces 3 heures, leur planning se fait toutes les semaines. Ils y vont en taxi, ils repartent après.
Ça, c'est le côté un peu, je dirais, face. Il y a un côté pile tout de même un peu. C'est comment est-ce que cette chose-là s'intègre avec la vie, la réalité d'un établissement, d'enseignants. Et vous m'avez dit, Anne, tout se négocie tout de même un petit peu dans ce type de démarche. C'est vraiment l'acculturation de deux mondes. Comment ça se passe et quelles difficultés ça pose avec le corps enseignant, avec aussi les familles et les autres élèves? Alors déjà au départ, avec la mairie, en fait, puisque du coup il y a eu présentation au conseil municipal, validation du projet, avec l'ARS qui nous a largement soutenus dans l'aménagement de ces 3 salles avec voilà du matériel dédié. On a fait appel aussi au financement privé, Société Générale, où on a eu effectivement des fonds. Donc voilà, c'est tous ces partenaires-là. Et donc après, les familles, présentation aux familles donc de l'école, visite des familles au niveau de l'IME, parce que là, les parents n'étaient pas forcément convaincus au départ que leur enfant avait leur place à l'école. Et donc j'ai fait cette visite avec une maman qui avait déjà sa fille présente à l'école. Et le moment fort, c'est quand cette maman a raconté aux autres parents ce que ça avait changé pour elle d'avoir sa fille à l'école, fille qui croisait du coup quand elle circulait dans la rue des copains qui disaient « Ah, bonjour Noémie !» Voilà. Et du coup, j'ai senti que là, les parents se sont dit « Pour mon enfant, ça va aussi être possible. » Et avec les enseignants, le corps enseignant? Alors avec les enseignants, il y a eu effectivement nécessité de faire une formation, parce qu'il était important qu'on ait une formation qui nous a été proposée, du moins au corps enseignant, une formation avec aussi le personnel du médico-social et aussi un organisme de supervision qui est là aussi pour aider les équipes à avancer. Et c'est vrai que les enseignants, au début, étaient dans la même question, en disant, nous, il n'y a pas de souci sur le principe, mais du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, quoi. Et en fait, voilà, faut faire confiance aux gens, et puis il se passe des choses. Mais en fait, c'est jamais remis en question. Mais il faut quand même toujours entretenir pour toujours essayer d'aller encore plus loin que ce qu'on fait et pour pas rester dans ce qu'on fait comme acquis, quoi. Faut aller au-delà de ça. Il y a un moment de rencontre qui est très beau, vous m'avez dit, Anne, c'est celui avec les autres enfants dans la cour de récréation. Oui, en fait, le jour, donc quand on est arrivé au départ, les jeunes ils venaient et puis ils parlaient aux éducateurs et ils disaient aux éducateurs est-ce que je peux pousser le fauteuil? Donc l'éducateur expliquait que ce n'était pas un fauteuil, c'était un enfant. Il y avait un enfant dedans, qu'il fallait s'adresser à l'enfant et que l'enfant pouvait répondre, même s'il ne parlait pas, pouvait manifester un accord. Et très rapidement, en fait, parce que les enfants s'adaptent avec une facilité déconcertante, et très rapidement, ils sont venus dire « Viens, est-ce que tu veux faire un tour ?» Et où ils viennent systématiquement interagir avec nos jeunes dans la cour. Un dernier mot sur, avec le recul qui est celui que vous avez aujourd'hui, bien sûr, la clé de réussite un petit peu de cette rencontre entre ces deux univers. Déjà, M. de Montchalin disait ce matin que ce n'était pas toujours évident. Là, ça marche tout de même. Quelle est la clé de réussite, l'ingrédient de réussite pour l'une et pour l'autre de cette collaboration? Alors pour moi, c'est clairement de remettre les choses en question en permanence, c'est-à-dire que on est tout le temps en train de réajuster, on est tout le temps en train de s'améliorer, de faire des bilans, que ce soit au niveau des équipes, que ce soit au niveau de l'inspection, et la collaboration et la co-construction dès le départ fait que du coup c'est notre projet. C'est un projet partagé, c'est pas un projet que l'un apporte à l'autre. Et ça, pour moi, ça change tout, en fait. Me concernant, moi, je dirais que l'importance du partage des valeurs, il faut que ce soit des personnes qui soient convaincues que ça, on peut le faire. Si on est qu'on soit vraiment convaincu de l'école pour tous, parlant pour les enseignants, et effectivement pour qu'on puisse arriver à ce changement de regard qui est indispensable, quoi. C'est-à-dire que ces enseignants et que ces professionnels qui soient là, quand on est à l'école, voient peut-être cet enfant en situation de polyhandicap. Peut-être pas d'abord, mais enfin en tout cas comme un élève à ce moment-là, avec certes des besoins autour, mais en tout cas on le voit aussi comme un élève, et ça me paraît important. Ouais, j'ajouterais
Et je rajouterai un ingrédient pragmatique que vous m'avez dit aussi, il est important, c'est le pas à pas, parce qu'aujourd'hui c'est le matin, peut-être qu'après il y aura le temps du repas, peut-être qu'après il y aura l'après-midi, mais le chemin se fait pas à pas de cette rencontre. Et il y a dans le cadre de cette classe des outils que vous employez pour la communication, notamment les outils de communication alternative et augmentée, pour faciliter le dialogue dans ces échanges sensoriels. Cette démarche de communication alternative et augmentée, elle est de plus en plus employée pour accompagner les personnes en situation de handicap ayant des capacités d'expression limitées. Alors il y a des outils, il y a les pictos, il y a les tablettes, il y a d'autres outils qui se développent, il y a des formations qui se développent pour les parents, pour les professionnels. Valérie en parlait tout à l'heure. La dernière conférence nationale du handicap, d'ailleurs, a préconisé l'intégration de la CA, comme on l'appelle, dans l'ensemble des structures et d'accompagnement. Nous sommes allés à la rencontre pour essayer de mieux comprendre quelles sont les clés d'intégration, d'acculturation à cette CA, à la rencontre de Sandrine Efferman-Soutarsson. Elle est directrice présidente d'ISAAC France, elle l'était en tous les cas jusqu'au mois dernier. C'est l'un des principaux organismes de formation sur ces questions de CA. Elle s'y est convertie, si je puis dire, en tant que mère de sa fille Léna atteinte du syndrome de Rett. Et elle a appris la CA à partir de là et elle aujourd'hui la porte et l'a portée au sein d'ISAAC francophone pour former des parents, pour former des proches et des professionnels d'établissement. On l'écoute tout de suite et on en dit un mot après. La communication alternative et améliorée, la CA, c'est vraiment dès l'instant où je ne peux pas parler, où je ne peux pas comprendre, sans avoir une aide supplémentaire. Et donc, ça va concerner, déjà, ça va concerner tout ce qui est corporel. Ça va concerner le regard, ça va concerner l'intonation, mais ça va concerner les gestes et même les signes. Et ça, on l'oublie bien trop souvent. On veut tout de suite aller vers le fantastique numérique. Mais il y a aussi le papier. Tout ce qui va être ah ben tiens, je vais écrire au coin d'une table pour te faire comprendre mon message. Et puis, il va y avoir le dessin, l'écriture, bien évidemment. Et tous ces éléments-là, on peut ajouter la technologie. Donc on va avoir des contacteurs, on va avoir des buzzers enregistreurs, etc. Et des tablettes avec commande oculaire, mais là on est dans l'accessibilité. Et en fait, on fait un bloubli-boulga de tout ça. On se dit ah mais la CA je sais faire parce que j'ai appris les pictos. Ben, déjà ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, en tout cas. Mais ça veut dire que la personne n'a pas compris l'essence même de ce que c'est que communiquer de manière alternative et améliorée. On parle de démarche en communication alternative et améliorée parce qu'à partir du moment où on veut être dans l'échange avec l'autre, on va mettre en place des dispositifs, des stratégies, des moyens, tout ce qui est possible pour pouvoir aider la personne à développer son langage, mais surtout son autonomie. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une notion de solidité. On ne va pas chercher l'efficacité tout de suite. On va chercher à créer du lien, à créer de la confiance avec l'autre. Et donc, on ne peut pas parler juste de CA, on parle de mettre en place tout ce qui va être aidant pour que la personne puisse se sentir un être de communication à part entière. Des établissements médico-sociaux où on va avoir le plus de difficultés, c'est très clairement le monde des adultes. Le monde des adultes, que ce soit les masses surtout, et les femmes. C'est très compliqué, dans le sens où déjà il y a eu la rupture entre les établissements enfants
et adulte, dans le sens où ce qui se faisait dans l'établissement enfant ne se fait plus dans l'établissement adulte. Et donc, ils retrouvent des personnes qui ont été habituées à utiliser des outils de communication peut-être, et qui ne les utilisent plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on nous met un scotch sur la bouche? Très clairement, on s'énerve. Il y a des difficultés au niveau comportement. Et donc, très difficile de créer un climat de confiance avec l'autre. Alors, il m'arrive parfois de faire des formations où j'ai des professionnels du monde adulte et des professionnels du monde de l'enfance. Déjà, j'ai l'impression que là, au niveau communication, on n'est pas bon. Et donc, je trouve ça très riche, parce qu'ils vont échanger, ils vont se rendre compte qu'ils ont leurs propres croyances l'un et l'autre, et là, ils vont créer des ponts. La communication alternative améliorée, c'est ça! Il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Osez vous lancer en CA. Tellement de professionnels qui me disent « Oui, mais moi, je suis enseignant spécialisé. Est-ce que j'ai le droit de mettre en place la CA ?» Mais oui! L'inverse serait illégal. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer aux professionnels, c'est que n'attendez pas qu'il y ait une formation, qu'il y ait un professionnel ressource. Devenez vous-même la personne ressource pour vous en CA. On peut applaudir. On est ici un peu dans l'espace des solutions face à ces situations complexes et à leur accompagnement. On voit l'initiative que vous portez, on voit la démarche et non pas l'outil que représente la CA. Vous la mettez en œuvre, en place. J'aurais envie de reprendre presque la dernière question qui est posée à Sandrine, c'est qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous qui la mettez en place, aux personnes d'établissements, aux familles qui hésitent ou ne comprennent pas ou ne savent pas comment aller vers cette communication alternative augmentée? Effectivement, on ne peut pas travailler avec des personnes en situation de polyhandicap sans CA. Je veux dire, il faut communiquer, il faut des outils pour communiquer avec eux. C'est aussi une posture, effectivement, être à l'écoute, être dans l'observation du langage corporel du jeune. Donc, moi, je pense que c'est quand même essentiel que les gens soient formés, que tout le monde s'en saisisse, qu'il y ait, oui, des personnes qui animent, mais que chaque professionnel et chaque intervenant s'en saisisse. Par contre, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait une coordination entre tout ça, entre la famille, entre les intervenants libéraux, entre les intervenants médico-sociaux, parce que sinon c'est le bazar et l'enfant comprend plus rien, quoi. Moi, je dirais qu'effectivement, peut-être que la CA est aussi un des moyens d'arriver à l'accessibilité. On a dans nos écoles des élèves qui, quelquefois, ont des difficultés par rapport à l'expression, quelle qu'elle soit. Et je pense que tout ce qui va pouvoir permettre à aider des enseignants, en l'occurrence, ou alors une équipe des enseignants avec du médico-social, à pouvoir utiliser des outils qui vont permettre de modifier l'environnement et permettre de rendre accessibles des apprentissages à l'école, eh ben, ce sera effectivement bien et ce sera un pas vers l'accessibilité au lieu de systématiquement avoir recours par défaut à de la compensation. Donc, effectivement, ça peut être aussi une des pistes d'accessibilité. Merci beaucoup Anne et Daniel d'avoir inauguré cet espace de solutions avec nous. Je vous laisse regagner l'espace table ronde et on va continuer à traverser ces solutions. On prendra des questions évidemment sur ces différentes expériences après. On voit l'un des enjeux, c'est la collaboration autour de ces situations complexes entre les professionnels. Alors le médico-social et l'éducation nationale, c'est un enjeu de collaboration. Il y en a un autre qu'on a abordé tout à l'heure, c'est celui autour de la double vulnérabilité des professionnels du médico-social avec ceux de la protection de l'enfance. Et il y a des initiatives, pilotes exemplaires et inspirantes qui se mettent en place, notamment dans le Libournais, où l'on va aller avec, qui nous rejoignent Émilie Baron et Karine Colomer, sous vos applaudissements. Bienvenue à toutes deux dans cet espace des solutions. Alors, Émilie Baron, directrice du pôle enfance de l'API du Libournais, Karine Colomer, responsable de la cellule
Oula, restez avec nous. Voilà, de recherche de place, qui est une structure lancée il y a 2 ans à la direction enfance et famille du département de Gironde pour trouver des places aux enfants qui vous sont adressés. Émilie Baron, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Mathieu tout à l'heure. L'IME que vous pilotez, c'est fait une vraie spécialité d'accueillir justement les profils en situation complexe. Ça a d'ailleurs doublé, vous avez doublé les effectifs dans ce cadre, réaménagé complètement l'établissement. Quelle est l'importance aujourd'hui de ces profils dans votre établissement, mais aussi dans le département? Et est-ce que la situation Covid a un peu fait évoluer la donne là-dessus aussi? Alors, je vais répondre pour l'IME, puisque sur le département, je laisserai Karine Colomer répondre. Donc, au niveau de l'IME, on a à peu près 60% des jeunes qui ont un accompagnement social. Alors, on parlait de grande pauvreté aussi tout à l'heure. Ils ne font pas partie des effectifs qu'on compte là dans les 60%, donc il y en a sûrement beaucoup plus. Et pardon, bonjour à tous. S'agissant effectivement de cet état des lieux, j'ai envie de dire, sur le département de la Gironde, on a effectivement beaucoup, alors d'abord une population qui est en forte augmentation, plus de 20 000 personnes par an qui arrivent et qui du coup amènent avec eux leur lot de difficultés, de questionnements, de besoins. Et on commence à avoir effectivement sur la population entière un nombre assez important de jeunes qui relèvent effectivement de cette double vulnérabilité et des moyens qui n'ont pas forcément suivi dans la même temporalité, dans le même, à la même échelle en tous les cas. Qu'est-ce qui rend particulièrement difficile l'orientation de ces profils, ce dont votre cellule est à charge? Alors ce qui rend difficile, c'est, j'ai envie de dire, le prisme par lequel on le regarde. Si on s'attache à regarder du côté de la protection de l'enfance, c'est un état de fait, c'est une mission auquel on ne peut pas se soustraire, ce qui veut dire qu'il y a une forme d'inconditionnalité à tous les enfants qu'on accueille. Cette inconditionnalité, elle revêt différents publics, différents profils, et j'ai envie de dire avec différents besoins. Si on pense devoir y répondre seul, dans le cadre de nos dispositifs lambda tels que vous les connaissez sur les établissements, les MEX, les lieux de vie, les familles d'accueil, en fait, on se trompe, c'est-à-dire qu'on oublie à un moment donné qu'on ne peut pas être seul à prendre en charge ces enfants-là. On y arrive, parce que certains, on a des gens qui sont très engagés, on a des associations et des établissements qui font des pas de côté de manière très innovante, et d'ailleurs, on en a l'exemple là, mais seul, on ne peut pas. Donc, effectivement, il faut qu'on prenne la mesure qu'on a à penser la question de la prise en charge ou de la protection de l'enfant par le prisme du besoin de l'enfant. Et si on regarde comme ça, en fait, on se rend compte que nous ne sommes qu'un maillon de ce dont l'enfant a besoin, de ce dont le parcours de l'enfant a besoin. Et c'est vrai que je reviendrai sur la question première de à partir de quand. Et plus on le fera tôt, et plus peut-être on aura de réussite. Il y a aussi le serpent qui se mord la queue, dont on parlait ensemble. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend un jeune en établissement, on part du principe qu'il faut qu'il soit dans le secteur géographique. Nous, on a un département qui est assez grand, la Gironde aussi, qui pour le traverser, on met quelques heures, enfin 2 heures. Et ça peut devenir très vite compliqué si chacun s'attend. C'est-à-dire que les structures sociales disent pour trouver un établissement, on va d'abord chercher un IME avant de lui trouver une structure sociale adaptée. Et l'IME dit le contraire, on va attendre d'abord qu'il y ait une structure sociale pour le prendre en IME. Donc en fait, on se retrouve jamais. Le jeune reste dans ce cercle vicieux et il se passe jamais rien. Donc nous, on a pris notre décision, c'est de négocier avec l'ASE à ce moment-là. Et en fait, on fait autrement dans le sens où on prend le jeune qui vient de n'importe où du département et on se dit qu'à un moment, il y aura une structure qui se mettra en place. Et dans ce cas-là, c'est l'ASE, par contre, qui finance le déplacement. Ça, c'est le premier étage, si je peux dire, de l'innovation et de la collaboration. Le deuxième étage, il s'est construit à partir de juillet dernier sur une structure que vous avez créée, un ancien gîte d'ailleurs que vous avez repris. Vous avez profité d'un cadre de financement concerté entre ARS et Conseil départemental. Il n'y en a pas tous les jours, donc il faut en profiter quand il y en a. Et la création de ce lieu dédié qui permettrait d'accueillir un certain nombre de ces jeunes en double vulnérabilité, avec un accompagnement, avec des effectifs renforcés auprès d'eux. C'était une dizaine de places, je crois, un peu dans cette structure-là. C'est exactement. En quoi est-ce que ça en fait, et ça en faisait, dans votre idée, un lieu différent d'un IME classique ?
En fait, l'IME, on est sur un établissement de scolarité, a priori. Là, il ne s'agit plus d'un établissement de scolarité, il s'agit d'un domicile. C'est un lieu de vie. Les jeunes en journée vont à l'IME. Voilà, donc on est vraiment dans le cadre de la maison, du cocon et de la protection de l'enfance. Avec un effectif partagé entre le médico-social et la protection de l'enfance auprès des jeunes qui sont accueillis sur ce site. Ils ont quel profil? C'est 16 ans, à partir de 16 ans, c'est ça à peu près? Alors, on a un agrément de 4 à 21 ans, et actuellement, les enfants accueillis ont entre 6 ans, alors oui, il vient d'avoir 6 ans, et 15 ans, bientôt 16. On va voir quelques images un peu de ce lieu que vous avez récupéré, aménagé. Alors là, on voit, c'est un peu l'extérieur et puis les parties communes un petit peu du lieu, c'est ça? Vous nous faites un peu la visite? Allons-y. Donc la première photo, donc c'est l'extérieur. Ouais. Simplement, on voit une porte, la première porte. Donc c'est le lieu d'entrée de l'accueil des familles. C'est-à-dire que comme c'est un lieu aussi qui sert d'accueil social, hein, on a aussi toute la partie, on va dire, assumée de visites médiatisées. Et forcément des rencontres avec les parents qui se font sur les décisions du juge. L'autre partie après, bon, c'est le parking directement, et pour l'entrée des enfants, ça se fait complètement de l'autre côté en fait. Donc là, bon, c'est dans les parties communes, dans les premières, on a plusieurs petits espaces, puisque comme c'est un profil très spécifique de jeunes, l'idée c'était d'avoir des espaces restreints et multiples. On a notamment une salle de bain avec une baignoire à bulles. Ça fait partie un peu le bain thérapeutique. On entendait parler tout à l'heure du thérapeutique ce matin. L'idée, c'est d'avoir du bien-être surtout. L'idée, c'est aussi d'avoir un lieu foyer et d'un lieu aussi de rencontre avec la famille pour aussi peut-être que puisse se rétablir le lien avec la famille quand c'est difficile. Ce qui est tout de même un des enjeux de ces situations de vulnérabilité aussi. Alors, les familles ne rentrent pas dans l'espace des enfants. Oui. Par contre, oui, l'idée, c'est d'assumer complètement la partie de l'accompagnement social. Mais je pense que ça sera plus... Alors, du coup, c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que dans l'aménagement, il est pensé le besoin de l'enfant au sens de sa problématique, ses troubles, son handicap. Et dans l'environnement autour, c'est tout ce qui relève de la protection de l'enfance et des missions de la protection de l'enfance, et dont une qui est particulièrement importante et qui a été reprise dans le cadre des différentes lois qui sont sorties dernièrement, c'est ce travail autour de la famille et de la notion de parentalité. Tous les enfants qui sont pris en charge aujourd'hui dans le cadre de la MEMS ne relèvent pas, par exemple, que de mesures de placement judiciaire. Certaines le sont dans le cadre d'une décision administrative, ce qui est en fait une demande des parents d'être aidés dans la prise en charge de leurs enfants parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc le département consent à suppléer dans le cadre de la prise en charge du quotidien l'enfant dans ces structures. Et donc quand on met en place, quand on substitue le lieu d'hébergement initial qui est la famille pour un dispositif, on se doit d'avoir un espace dans lequel on continue de travailler cette relation familiale. Et donc, c'est très important d'avoir des lieux qui sont dédiés à ça, dans lesquels l'enfant peut avoir dans son lieu sécure. Alors, souvent, c'est des salles un peu aménagées, ce qu'on appelle des salles de rencontre, dans lesquelles l'enfant et le parent est accompagné à reprendre du lien. Et effectivement, vous le disiez très bien, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de remettre, de restaurer ce qui peut avoir été à un moment donné compliqué dans l'accompagnement et dans la prise en charge de son enfant, sans dénigrer les actes de la parentalité, parce qu'on sait bien qu'à un moment donné... Vous l'avez dit, on l'a vu avec ces témoignages, on peut aimer énormément ses enfants et pour autant être très en difficulté dans l'accompagnement qu'on a auprès d'eux, parce que ce n'est pas notre place normalement. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va restaurer ce lien-là, comment est-ce qu'on va à nouveau remettre l'enfant au cœur d'un désir, d'avoir du désir pour lui et de pouvoir se penser à nouveau parent auprès d'eux. Et ça, c'est quand même l'enjeu de la protection de l'enfance, c'est pas d'imaginer qu'on supplée et qu'on se substitue à partir du moment où c'est décidé jusqu'aux 18 ans, voire plus, c'est bien d'imaginer qu'on intervient dans un temps court, précis, efficient, opérant et qui permet, avec de la coopération, de pouvoir penser qu'à un moment donné, les choses et qui justifie en nous. pleinement le fait d'avoir les deux expertises qui travaillent vraiment ensemble. L'ensemble du bâtiment, son achat et son aménagement, c'est un budget d'1,7 million. Donc au début, vous aviez le département qui disait on y va, vous aviez votre ARS qui disait on y va, donc vous y alliez.
Et puis changement de direction à la tête de l'ARS, ça arrive, et tout d'un coup, léger rétropédalage, comme on dit, non administrativement parlant. Ça a compliqué un peu le montage du dossier. En quoi et comment vous vous en êtes sorti? Alors c'était compliqué puisque les frais étaient engagés. Donc, c'est que vous aviez déjà acheté le bien. Hein. On avait acheté, et c'était pas un financement des deux instances, hein, c'était bien notre association qui avait engagé les frais, et il n'y a pas d'investissement payé pour cela. En fait, le souci, c'était surtout la partie, on va dire, judiciaire de l'affaire. Normalement, un établissement nouveau passe par un appel à projet. Là, il n'y a pas eu d'appel à projet, donc en fait, on n'était plus bon sur l'idée. Donc, on nous a demandé d'aller très vite au départ. Tout le monde était très excité en se disant ça y est, on va trouver des solutions. Et finalement, on n'était pas bon sur la partie juridique de l'affaire. Donc, ça a mis un peu de temps. On a dit que c'était une annexe de l'IME. Voilà, donc on a créé en fait une extension de places de l'IME de 10 places. Alors ça pose d'autres problèmes aujourd'hui, puisque dans le décompte de la partie activité, en fait, on a des enfants qui ont une activité dans la MEMS, et on l'appelle la MEMS d'ailleurs, et une activité dans l'IME. Donc normalement, nous sommes censés les compter qu'une seule fois. Là, on les compte 2 fois. Voilà. Donc ça, c'est le juridique. Mais voilà. Ça, c'est le juridique. Mais il y a le financier. Vous dites que c'est une annexe de l'IME, mais en même temps, vous avez 1,7 million que vous avez sorti qu'il faut pouvoir payer. Et ça, comment on fait pour convaincre son ARS de revenir dans l'histoire? LinkedIn, parfois, aide un peu. Mais LinkedIn est un vaste monde auquel on peut adresser de nombreuses personnes. C'est ça, mais la ministre de l'époque, du handicap de l'époque, a été entendue. On y va direct. C'est ça, hein, on y va direct à la ministre. Du coup, ça veut dire que vous avez envoyé un message sur LinkedIn oui. à la ministre. Oui. Et elle a répondu. Elle a répondu et elle a fait une partie redescendante vers l'ARS pour demander que ça avance. Voilà. Et ça a avancé. Ça a avancé, merci. Ben voilà, c'est ce qu'on appelle l'espace des solutions. Hein. Il nous manque la ministre, mais on a LinkedIn, donc on est déjà dans l'espace des solutions. Je voudrais juste un dernier mot, revenir un peu sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, où il disait comment est-ce qu'on mobilise aussi les établissements pour mieux, qui se mettent plus aussi en capacité d'accompagner ces profils à double vulnérabilité qui sont de plus en plus présents dans les établissements. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en complément de ce que disait Mathieu tout à l'heure? Il ne faut pas avoir peur des profils, ça c'est la première chose. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'est pas totalement tous dépendants de ça uniquement. C'est surtout l'aspect financement. Mathieu parlait du coût extraordinaire de notre système, puisque oui, on a un double financement, donc on l'a dit, mais avec un coût qui est à la place qui est assez important, puisqu'on multiplie les coûts entre le coût de l'IME tout seul et le coût de la maison d'enfant. Donc la maison d'enfant, à la journée, on est à plus de 500 €, donc on a quand même la partie non négligeable du budget, et ça, je pense qu'aucun établissement ne peut faire autrement. Quand on est en 2 pour 1 pour certains jeunes, si on n'a pas les moyens financiers, en fait, on s'en sort pas. L'idée, c'est pas de couler non plus l'association et de se retrouver sous tutelle. Merci à vous deux, merci pour ces inspirations et son témoignage. Je vous laisse regagner l'espace table ronde. On va accueillir notre 3e et dernier binôme dans cet espace solution. Merci de faire un triomphe à Olivier Vertris et Marie Moreau. C'est ça, vous n'êtes pas allé sur LinkedIn, mais vous avez fait venir le fan club. Et alors, le fan club vient des Hauts-de-France. Le fan club, qui est bien au centre, vient des Papillons Blancs de Lille. Voilà. Et donc Papillon Blanc de Lille, une structure qui accueille aujourd'hui, alors que je ne m'y perde pas dans de ces 1000 salariés, 2500 personnes accompagnées, et un projet d'inclusion qui s'est beaucoup porté ces dernières années sur l'ouverture à ces situations complexes, très complexes. Vous l'avez mené avec de nombreuses opérations, et notamment avec ce lieu assez incroyable que vous avez monté dans la commune d'Olivier, Canfin. Alors c'est même pas Canfin, hein, c'est
Canfin en Pével, voilà, Canfin en Pével, qui est un peu à la frontière avec la Belgique, si je ne me trompe pas. Vous y avez porté un projet assez unique d'accompagnement des situations les plus complexes. Alors on voit que c'est complexe d'accompagner des situations complexes, mais là, vous êtes allé chercher les cas les plus difficiles à accompagner, qui faisaient le plus l'objet de difficultés d'accompagnement dans leur parcours. C'est un lieu d'accueil vraiment incroyable dans sa configuration, autant que dans la manière dont il est pensé, puisque c'est un encadrement renforcé. On compte 42 professionnels accompagnants pour 6 résidents dans cet établissement-là. Eh oui. C'est un lieu qui a été porté avec le soutien d'autres associations dans le cadre d'un appel à projet, d'abord régional, ensuite national avec l'ARS. Il accueille aujourd'hui... dont les papillons blancs de Roubaix-Tourcoing qui ont participé aussi. Ils sont plus à... hein, mais aussi les papillons blancs de Lille. Voilà. Le lieu a été porté donc avec le soutien de ces associations pour trouver le cadre de financement avec 6 places et une place pour un 7e résident qui va arriver. Ils sont âgés entre 17 et 32 ans. Quels sont les profils de ces résidents et quelles étaient leurs conditions et leurs perspectives d'accueil avant d'arriver dans ce lieu à Canfin? Alors ce lieu est particulier déjà par rapport aux résidents que nous accompagnons. Ce sont donc des personnes hors normes. Ce sont des personnes qui étaient auparavant accompagnées par leurs parents déjà, par des structures qui étaient des structures tout à fait compétentes, à la pointe d'accompagnement, etc. Mais malgré ces accompagnements très spécifiques, ces personnes n'allaient pas bien, ou pas mieux en tout cas. Et donc face à ces difficultés, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France a lancé un appel à projet en 2021 pour une structure très particulière, qu'on s'appelle une unité de vie comportement problème. Et donc nous avons donc accueilli aujourd'hui 5, bientôt 6 résidents et après le 7e. Ce sont donc 5 messieurs et une dame. 2 d'entre eux étaient accueillis en Belgique et sont revenus donc en France dans le cadre de la prévention des départs pour les autres et pour eux du retour en France. Ce sont des personnes qui présentent toutes des troubles du neurodéveloppement très importants, avec tous, parmi ces troubles du neurodéveloppement, des troubles du développement intellectuel très importants, et pour quasi tous d'entre eux, un diagnostic posé de troubles du spectre de l'autisme. Mais la clé d'entrée chez nous, elle n'est pas du tout liée à un diagnostic, elle est liée à la présence des troubles du comportement au sens de la Haute Autorité de Santé, des recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire au sens de la fréquence, de la lourdeur et de l'aspect cumulatif des troubles du comportement. Donc ce sont des personnes qui ont des rythmes jour-nuit extrêmement perturbés. On a par exemple notre plus jeune qui est capable de ne pas dormir pendant 48 heures. Et pas dormir, c'est être en agitation permanente pendant 48 heures. Des personnes qui souffrent d'automutilation, des personnes qui sont extrêmement hétéroagressives, voilà, des personnes qui ont aussi des difficultés autour de l'alimentation, qui vont se mettre en danger nuit et jour et qui requièrent du coup un accompagnement très particulier. Une bonne perfusion d'humilité tous les matins et puis une co-construction avec leur famille. Ouais, on va découvrir des images de ce lieu que vous avez conçu d'ailleurs avec un cabinet d'architectes spécialisé un peu notamment dans les établissements sentimentaux. Là, on a les extérieurs du lieu en haut, un petit peu. On n'est pas loin d'ailleurs des pistes du Paris-Roubaix, je crois. Hein. Comme ça, ils peuvent aller faire aussi des temps de promenade sur place. Donc, là, on voit l'accès à ce lieu qui est assez grand, hein, donc, puisque du coup, ils bénéficient chacun d'un espace total de combien de mètres carrés? Alors en fait, on a créé un bâtiment de toutes pièces de 1400 mètres carrés pour 7 personnes, donc ça veut dire 200 mètres carrés par résident. Chaque résident a un appartement de 35 mètres carrés, donc tout est de plein pied, avec une pièce de vie, une chambre, une salle de douche et des toilettes, et un jardin personnel en fait clôturé qui donne sur un jardin plus grand.
Et au-delà de ces espaces privatifs, qui sont donc les lieux, les domiciles de nos résidents, nous avons différents espaces qui permettent de les accompagner au quotidien. Donc on a une balnéo qui est en panne de temps en temps, je rassure tout le monde, comme toutes les balnéos. Hein. On a aussi une superbe salle de sport, monsieur le maire en reparlera peut-être après. Et puis on a des dispositifs très particuliers comme des salles d'apaisement, des salles capitonnées, etc. Et vous le disiez, on utilise aussi, et c'était important pour nous donc de s'implanter à Canfin-en-Pévèle, l'association était déjà propriétaire du terrain. Parce que c'est un lieu où en fait on peut faire beaucoup de choses à pied avec nos résidents, puisque nombre d'entre eux sont quasi intransportables en véhicule du fait de leurs troubles du comportement. Voilà, donc on les accompagne beaucoup à partir des extérieurs, parce qu'on est tout près effectivement des pavés du Paris-Roubaix. Donc nos résidents marchent beaucoup sous haute surveillance, mais marchent beaucoup tous les jours. Le choix de la commune, Olivier, s'est fait parce que les associations étaient déjà présentes, avaient déjà un lieu sur place. Comment ce lieu, cette expérience a été accueillie par vous et par les habitants ? Alors par nous élus, on a accueilli ça à bras ouverts, on a vu ça comme une chance de pouvoir accueillir ces personnes. Et par les habitants, on n'a eu aucun retour, c'est-à-dire qu'on a eu une question lorsqu'on a annoncé le projet, avec un peu d'inquiétude en disant « mais si la personne se retrouve dans notre jardin, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Et je pense qu'on a eu un beau travail de fait avec les Papillons Blancs de Lille, c'est-à-dire qu'on les a accompagnés, ils nous ont rassurés, et on a pu aussi communiquer avec les habitants pour qu'ils puissent visiter les lieux, comprendre ce qui se faisait à l'intérieur. Et puis aujourd'hui, on a plein de beaux témoignages. Je pense à un des enfants qui a peur des chiens, donc les gens le savent. Et puis, donc si le chien s'en laisse, ils vont prendre la précaution de rattacher le chien pour que le résident puisse passer sans difficulté. Je pense que ça se fait vraiment très bien. Il y a des échanges entre les habitants, leurs pratiques. Vous êtes une ville très axée sur le sport santé aussi, et cet espace-là pour que certaines associations puissent y venir, pour qu'il puisse y avoir des visites un peu du site. Il y a eu des choses organisées de ce type-là ? C'était l'idée qu'on puisse mutualiser nos moyens. C'est-à-dire que quand les Papillons Blancs avaient besoin d'un local pour accueillir quelques centaines de personnes, bien évidemment, on les a accueillis. On a eu aussi le conseil municipal des jeunes qui s'est impliqué. Donc nous, on accueille tous les Canfinois, et donc le conseil municipal des enfants a fait quelques actions pour ramasser de l'argent et puis pour faire des bons cadeaux pour accueillir les résidents. Et lors des vœux, donc on a remis ces bons cadeaux et il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que je leur laisse la parole et ils souhaitaient, parce qu'ils avaient vécu quelques mois avant un petit événement assez important, un enfant avait fait un arrêt cardiaque en cours, et donc les enfants avaient exprimé le fait, lors des vœux, de pouvoir avoir accès à être formés au premier secours. Et donc, à la remise des cartes, la direction des Papillons Blancs a proposé aux enfants de faire cette formation du geste au premier secours, qui s'est déroulée au mois d'avril dans les locaux, alors pas à Canfin, mais c'était sur l'île pour ce geste-là. Et après, on a une association le lundi soir qui vient faire du yoga chez vous. Donc il y a des échanges comme ça, on essaye d'échanger. 2 points avec vous, Marie, sur 2 aspects un peu plus pratiques, je dirais, du projet, mais essentiels. Les professionnels, 42 professionnels, ça fait du monde. Comment est-ce que vous gérez un petit peu l'attractivité ? Parce qu'il faut trouver les personnes, il faut les garder, c'est un problème partout. Est-ce que c'en est un pour vous aussi ? Et comment vous les accompagnez ? Parce que c'est un accompagnement tout de même particulier, très endurant, très demandant, si je puis dire. Alors le nombre de professionnels peut paraître important, mais on a construit ce nombre en se disant que, à minima, en fait, on souhaitait avoir au moins du 1 pour 1 de 7h le matin à 21h30, voilà, avec des qualifications très différentes, puisque de 7h à 21h, on a un éducateur spécialisé, des aides-soignants, des accompagnants éducatifs et sociaux, des professeurs de sport. On a un chef de service à temps plein pour faire tourner la structure, une psychologue aussi à temps plein. Et la nuit, à l'heure actuelle, ils sont 3 pour 5 résidents. Parce que nos résidents ne dorment pas et qu'il faut les accompagner et gérer leurs troubles également la nuit. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à monter... Parce qu'il n'y a aucune activité de groupe, hein. Ils font tous des choses séparément. Oui, ce sont des personnes pour qui... Alors les activités, là, vous en avez quelques exemples, à l'extérieur sont tout à fait possibles, y compris de
de façon très, très inclusive, mais il faut qu'on ait un taux d'encadrement important et qu'on arrive à gérer vraiment à la minute les troubles du comportement, les anticiper si on peut, et si on n'y arrive pas, les gérer. Donc, attractivité, vous avez le personnel, vous le gardez? Alors, notre structure est ouverte depuis un peu plus d'1 an, donc il serait quand même assez présomptueux de dire que on les garde longtemps, nos professionnels, puisque c'est ouvert depuis peu. C'est un vrai sujet dans toutes nos structures médico-sociales. Enfin, je pense que, je ne sais pas si des gens dans la salle peuvent dire qu'il n'y a pas de souci de ressources humaines dans notre secteur, je ne le crois pas. Jusqu'à il y a 1 mois, on était sur des choses assez stables, et puis là, on est à nouveau dans une période un peu plus compliquée, notamment avec la période estivale à passer. C'est aussi extrêmement difficile parce que nous avons beaucoup d'accidents de travail. À titre d'exemple, pendant les 10 premiers mois de fonctionnement de la structure, nos 5 résidents ont en ratio généré autant d'accidents du travail que 1000 personnes accompagnées chez nous. Voilà, ça donne un peu un ratio. Leur activité. Oui. Donc on développe aussi des formations très spécifiques, des outils aussi très particuliers, donc on a des gestes techniques assez spécifiques. Voilà, mais sur toutes ces questions des ressources humaines, on est un jour après l'autre. Et l'autre grand enjeu, évidemment, le modèle économique. Alors moi, j'avais entendu que c'était à peu près parti sur un budget de 300 000 euros, qui est monté à 400 000 euros. On est loin du coût classique, notamment d'une masse. Est-ce que vous avez travaillé à l'évaluer? Est-ce qu'il est pour vous optimisable pour pouvoir être présenté et proposé ailleurs? Alors, si optimisable, ça veut dire est-ce qu'on est en capacité de le baisser? Ça, je suis pas tout à fait sûre. C'est ça. Dans l'appel à projet auquel on a répondu, le coût à la place était même à 160 000 euros. Et quand on a travaillé avec notre conseil d'administration, avec en fait l'idée de développer cette structure, on avait déjà en tête quelques profils de personnes qu'on aurait pu accompagner. D'ailleurs, aucune des personnes que nous accompagnons aujourd'hui n'était dans nos établissements et services avant. En fait, le conseil d'administration nous a demandé en fait de revoir notre copie en disant si c'est pour qu'on n'arrive pas à accompagner les personnes les plus en difficulté qu'on a en tête. On avait des témoignages notamment de parents qui avaient des vies proprement invivables en fait avec leurs proches. Alors c'est pas la peine. Et donc on nous a demandé de revoir notre copie. Il y a eu un gros travail de solidarité au sein de l'association, parce que j'ai des collègues directeurs qui se sont délestés, il y en a dans la salle, d'un bout de leur budget, un gros bout, pour pouvoir servir ce projet-là. Et on s'est associé avec d'autres associations, dont les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, par exemple, qui ont aussi apporté une pierre financière. Donc en fait, 260 000 euros à la place à l'appel à projet. Nous, on a déposé un projet à 300 000 euros. Et là, on a peu de recul de fonctionnement. On a évidemment notamment un résident qui a beaucoup cassé dans l'établissement. Donc, on a aussi des choses qu'on doit racheter, enfin voilà, des travaux qu'on doit refaire, etc. Et aujourd'hui, on a aussi des choses qu'on n'avait pas pu anticiper à l'époque, comme le Ségur de la santé, enfin les inflations actuelles, etc. Et là, on est plutôt autour de 400 000 euros. On va prendre des questions à nos différents intervenants. Juste avant, une courte vidéo qui fait le lien aussi avec vous. On a un message d'Étienne Pau. Étienne Pau, c'est le nouveau délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Il travaille notamment au développement des fameuses unités résidentielles, les URSTA, pour adultes autistes en situation très complexe. On l'écoute et puis nous, on va regagner cet espace-là et on prendra quelques questions après. Étienne Pau. Bonjour à tous, je suis Étienne Pau, je suis le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles 10, troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et troubles du développement intellectuel. Aujourd'hui, j'espérais fortement être parmi vous. J'espérais être parmi vous car je sais à quel point l'UNAPI, au travers des familles, au travers des professionnels impliqués, est toujours extrêmement active dans un accompagnement de qualité. Je le regrette également car le sujet que vous traitez aujourd'hui est fondamental. C'est le sujet des situations complexes et j'ai souhaité, dès mon arrivée en tant que délégué interministériel, que nous puissions avancer plus vite sur cette thématique. Dans cette optique, comme vous le savez, d'ici 2027, nous aurons ouvert près de 40 unités résidentielles pour personnes avec troubles du spectre de l'autisme en situation complexe.
Je sais que parmi vous, certains sont mobilisés sur ces nouvelles unités et je tiens aujourd'hui personnellement à les remercier. Nous sommes également impliqués dans la sensibilisation, dans la formation des professionnels, mais aussi de toutes les catégories professionnelles qui peuvent être un jour en situation d'accompagner des personnes autistes sévères avec parfois des troubles du comportement, comportement défi, comportement problème, selon les différentes dénominations qui sont parfois utilisées. Ce que je souhaite pouvoir retenir avec vous aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, ces situations bien sûr peuvent être prévenues et c'est la raison pour laquelle nous devons aller toujours plus loin dans les plans de formation, y compris ceux que vous portez au travers de vos différents établissements et services. Cela implique bien sûr d'avoir un regard axé et tourné vers l'autonomie, plus que vers la protection des professionnels, comment mieux prévenir ces situations, comment mieux les comprendre, à l'heure où on sait, par exemple, que dans le champ des troubles du neurodéveloppement, 80 à 90% des situations relevant de troubles du comportement ont en réalité une origine somatique qui peut être explorée. Toutes ces explorations méritent bien évidemment d'être partagées, d'être étudiées, mais également que le corps enseignant, le corps scolaire, puisse être aussi sensibilisé à cette question des troubles du comportement pour les personnes notamment autistes sévères. Je souhaite aussi que nous ayons une attention particulière pour l'intrication de différents troubles du neurodéveloppement. C'est la raison pour laquelle cette stratégie nationale s'est étendue à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Aujourd'hui, dans notre pays, on peut être autiste, mais aussi avoir un TDAH, mais aussi avoir un trouble du développement intellectuel. Et ces troubles méritent d'être analysés, certes séparément, mais bénéficier d'un accompagnement collectif et global. Je souhaite également que nous soyons beaucoup plus participants à la formation des enseignants, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. C'est le sens des propos que j'ai pu partager avec la ministre de l'Éducation nationale, mais également avec le président de la République qui est très attaché. Cela nécessite donc d'avoir un regard plus précis sur les enseignements, sur les troubles du neurodéveloppement qui peuvent être partagés en milieu scolaire. Sachez que je serai aux côtés de l'Éducation nationale, toujours particulièrement vigilant à ce que ces contenus soient actualisés et conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles, au même titre que j'aurai cette attention constante pour le champ médico-social, sanitaire et toutes les autres catégories professionnelles. Aujourd'hui, nous devons nous tourner vers des pratiques résolument modernes, qui font progresser les enfants, qui font progresser les jeunes adultes, qui font progresser les adultes dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Le seul indicateur qui, pour moi, fait sens aujourd'hui, c'est le progrès. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je souhaite qu'elle soit constructive, qu'elle soit également joyeuse. Je crois que vous partagerez un moment festif ce soir. Et j'espère bien sûr être à vos côtés dès l'année prochaine. Merci à tous. Je pense qu'il a un LinkedIn. Est-ce qu'on va allumer la salle? Est-ce qu'il y a des questions sur nos 3 expériences, nos 3 solutions, les Hauts-de-France, les Papillons Blancs, l'école inclusive dans la Haute-Saône? Oui. Oui, bien sûr. Le micro vient à vous. Oui. Oui. Bonjour, j'ai parlé ce matin déjà pour remercier par rapport aux réflexions sur l'inclusion. Je voudrais parler et témoigner du point de vue de la recherche, et je vois Madame Viette qui me regarde et qui sait de quoi je vais parler. La communication alternative améliorée, c'est pas un outil, c'est une approche, c'est une méthode. Et quand le délégué interministériel à la stratégie TND parle que 80 à 90% des situations de troubles du comportement sont des situations somatiques, moi j'entends le docteur Jea Saravan qui a fait des travaux là-dessus, qui est médecin généraliste et qui a fait d'énormes efforts, qui a étudié avec passion, qui a travaillé avec des personnes autistes, mais pas que, pour comprendre que, en effet, quand quelqu'un a un trouble du comportement spontané, la première chose à se demander, c'est est-ce qu'il a pas mal, tout simplement? Quand quelqu'un met la main sur le ventre, que c'est une douleur atypique qui est bien spécifique au ventre, eh bien peut-être qu'il a mal, parce que c'est une personne avant tout. Et je repense à la présidente de Nous aussi, qui disait tout à l'heure que nous sommes forts. Il ne faut pas oublier, et je pense que dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aimeraient forcément vivre à la place des jeunes qui sont en IME, parce qu'on aimerait faire autre chose. Eh bien, ils sont très forts, alors que certains sont non oralisants, de pouvoir essayer de l'exprimer tant bien que mal. Et c'est à nous tous de les écouter, de les comprendre, et avec des méthodologies, en ayant une philosophie de vraiment s'adapter, de travailler l'environnement, de s'ouvrir
et d'ouvrir la communication. C'est toujours assez risible d'entendre qu'une personne autiste peut avoir du mal à faire du non-verbal, à communiquer autrement. Et parfois, les personnes neurotypiques, c'est aussi vrai. On s'enferme aussi beaucoup dans nos méthodes de communication, toujours les mêmes. Alors que non, il faut s'ouvrir. Et la méthodologie de la CA, c'est aussi ça, c'est s'ouvrir. Tout à fait, et c'est porté d'ailleurs par Isaac francophone comme une vraie démarche d'autonomisation au sens le plus plein du terme. Oui, monsieur, si vous avez le micro, voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Karim Farari, délégué local de nos aussi de Lens. Je voulais juste rebondir sur la clé. La clé, c'est le travail, c'est la réussite, c'est toutes ces personnes en situation de handicap qui font tous les jours, qui travaillent pour montrer le bon exemple, de montrer le meilleur de soi-même. C'est ça la clé de réussite. Donc je remercie à toutes ces personnes en situation de handicap et je remercie aussi les parents, les moniteurs, les éducateurs qui font leur travail incroyable. Et que j'aimerais faire un grand applaudissement pour toutes ces personnes. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages à porter? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Brigitte Alain, je suis présidente des Papillons Blancs de Bergerac. Et nous avons au Papillon Blanc de Bergerac un établissement qui s'appelle Le Pont, qui accueille 11 personnes qui sont à peu près dans le même descriptif que les personnes que vous accueillez dans l'établissement que vous avez présenté à Lille. Cet établissement a 10 ans. Donc nous avons 10 ans d'expérience avec cet établissement qui accueille des jeunes qui ont entre 11 et 20 ans, qui relèvent de l'ASE, donc ils sont tous placés par l'ASE, effectivement avec des handicaps mentaux et psychiques. Et je trouve que c'est important de parler des solutions, mais aussi de parler de nos limites. Et aujourd'hui, dans les partenariats qui manquent cruellement, ce sont les médecins, les psychiatres. Nous n'avons plus de psychologues, ou très peu, dans nos établissements, pas assez, il en manque. Les psychiatres non plus, mais pas seulement dans nos établissements, dans la ville. Et depuis quelques jours, à Bergerac, l'unité psychiatrique de l'hôpital est fermée. Or, souvent, il y a besoin pour ces jeunes d'être sortis de l'établissement quand ils sont en situation de crise très grave, avec un accompagnement psychiatrique de l'hôpital. Ce partenariat est essentiel. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés au fait qu'il y a fermeture, qu'il n'y a plus de psychiatre. Nous avons un psychiatre sur l'établissement qui est retraité, donc il a fermé son cabinet en ville, et aujourd'hui, il travaille 3 à 4 jours par semaine pour les Papillons Blancs de Bergerac, mais pour tout l'établissement, donc qui accueille et qui accompagne 1000 personnes. Donc aujourd'hui, c'est catastrophique. Et comment on fait? Je crois qu'il faut aussi, dans un colloque comme celui d'aujourd'hui, dans un congrès, qu'on se pose les questions sur ces partenariats. On a parlé beaucoup de l'éducation nationale, c'est important, mais la médecine, aujourd'hui, sans médecins, dans nos déserts médicaux, qu'est-ce qu'on fait? Merci à vous, merci beaucoup. Il y avait un autre point là-haut en bas et je viens à Florence après, oui. Bonjour, je m'appelle Sofiane. Voilà, je voulais dire que quand
quand vous êtes en ESAT, ben, l'handicap, ça nous sert à évoluer. Et c'est pas parce que vous êtes en santé que en milieu ordinaire, parce que en fait j'ai fait ma lettre de motivation pour travailler en extérieur et qu'avant on n'avait pas le droit et que ça, parce que moi ma grand-mère elle était dans un ESAT. Mais ça ne l'a pas empêché de faire sa vie. Alors elle avait un appartement, des enfants, elle avait son permis, elle a fait sa vie. Et que moi je trouve que quand t'as un handicap, eh ben t'es pas obligé de rester dans un CAT. Donc voilà. Merci beaucoup. Et ça nous empêche pas que tu sois handicapé ou faire des choses que voilà, c'est pas rester toute notre vie dans un ESAT. Voilà. C'était ça que je voulais dire. Merci. Et le mot de la fin, Florence. Je voulais savoir, excusez-moi, je voulais savoir si le LSF pouvait se pratiquer avec des personnes, comme on venait de dire, ou pas. Parce que moi, le LSF aussi, j'aime beaucoup. Je le fais, d'ailleurs. Et je suis pour les sourds aussi. Donc, je voulais savoir s'il y avait quelque chose pour les personnes, comme vous l'avez expliqué, mais la communication alternative, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent faire le LSF, quoi, voilà. Oui, Daniel. Alors je vais vous répondre. Oui, enfin effectivement, on a essentiellement la LSF pour les personnes sourdes qui peuvent le pratiquer. Et dans ce cas, on peut avoir à l'école en appui des codeuses qui vont pouvoir aussi soutenir par la LSF. Et je crois ne pas me tromper en disant qu'on peut avoir aussi pour le baccalauréat, pour certains examens, ça peut être aussi fait dans cette langue, puisque c'est une langue à part entière pour certaines personnes. Mais nos enseignants sont pas spécialement formés, c'est systématiquement quelqu'un qui vient en appui dans les classes. Merci beaucoup. C'était plus simple là que les précédentes, Florence, ça allait mieux? Oh là, c'était beaucoup mieux, hein. Merci beaucoup. Merci Florence. Merci Florence, merci à vous tous et on peut applaudir très fort nos intervenants.